Encore une magnifique soirée à vivre sur les antennes d'LMTV Sarthe ce soir avec un gros programme autour, évidemment, vous l'aurez compris, du centenaire des 24 heures, des reportages exclusifs, des interviews dans quelques instants et puis notre soirée se conclura par le magnifique film de Mylène Bery de Grégory Jugé sur The Last Rebellion, la dernière participation de l'équipage Rebellion Racing, c'était en 2020. Mais avant, on fait une spéciale photo, vous le savez, c'est important, eh bien, vous pouvez vivre au quotidien les 24 heures du Mans, grâce notamment aux nombreux photographes qui sont présents tout autour de cette semaine folle du Mans. Eh bien, on a le plaisir ce soir d'en avoir 3 autour de notre plateau. Bonjour, Émilie Drouet. Bonjour. Bonsoir Alain Moreau. Bonsoir. Et enfin, bonsoir à vous Dominique Brognaud. Bonsoir. Merci Antoine. à tous les 3 d'être venus sur le plateau d'LMTV Sarthe pour nous témoigner votre passion. Dans un instant, on va voir aussi une photo importante, c'est celle des 186 pilotes. C'est une photo symbolique importante. Dominique, ça ne va pas être facile d'ailleurs de prendre une photo avec 186 visages. C'est la photo, c'est Antonin Vincent qui est du staff photo avec nous à CO. Et ça demande beaucoup de préparation, quoi. Ils ont dû préparer un peu 1 heure avant, parce qu'on doit tenir compte des traces sur la route, Ouais. la lumière qui change, le temps de mettre tout le monde en place. Le soleil, lui, il tourne, il continue de tourner. Donc ça lui a pris du temps, mais c'est une belle photo. Je trouve que c'est un angle nouveau en plus, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et je trouve que c'est une très belle photo, ça. Vous avez 3 profils différents en tant que photographe. On a Dominique Brognaud, vous travaillez pour l'Automobile Club de l'Ouest. On retrouve notamment toutes vos photos sur les réseaux sociaux, sur le site internet des 24 heures du Mans. Alain Moreau, l'histoire, vous photographiez depuis de très nombreuses années. On va voir vos photos dans quelques instants. Et puis Émilie Drouet, photographe amateur. Et vous le faites par passion, vous aussi, messieurs, évidemment, vous le faites par passion. On aura donc ces 3 profils différents et on va les explorer dans quelques instants. Mais d'abord, vous avez cette passion commune, j'imagine, Alain, c'est l'automobile, les 24 heures du Mans, les photographier. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi photographier? Pourquoi voir vous me l'avez montré hier, ce livre avec énormément de photos? C'est une véritable passion chez vous. C'est-à-dire que j'ai couvert les 24 heures pendant 23 ans. Entre 1995 et 2000, je ne sais même plus, 17, la dernière année, 23 ans consécutives, et on peut dire que je restais 24 heures sur place, pratiquement. Et même, je faisais les essais, enfin bon. Maintenant, c'est le bonheur, je suis en retraite, je peux le voir à la télévision, je peux voir les photos de mes collègues. Celle-là, oui, chacune de ces photos, c'est une anecdote. Je pourrais vous raconter une anecdote sur chacune des photos que j'ai faites là et qu'on a sélectionnées ensemble. Ouais, on va les détailler dans quelques instants, Alain. Ces photos qui, derrière toutes ces photos, il y a forcément une petite histoire, une anecdote, comme vous le dites. Émilie, vous êtes donc photographe amateur. Qu'est-ce qui vous attire, vous, à aller photographier les 24 heures du Mans? Voilà, c'est pour participer à un événement où, voilà, on est sartois, on est fiers de cette course et puis voilà, on profite de l'ambiance, on profite, voilà, il y a tellement de choses à photographier, les pilotes, les voitures, le public, donc voilà, c'est participer à tout cet événement-là. Et vous, Dominique, c'est toujours un plaisir également de capter tous les moments de cette course? Moi, c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que moi, je suis un peu privilégié, parce que je vis de ma passion, moi. Ouais. Donc, je vois pas ça comme un travail, moi. Enfin, pas du tout. Métier passion, ça. Voilà, oui. C'est un plaisir. Quel est le plaisir dans le fait de couvrir ces 24 heures du Mans, tout en photographiant de nombreux instants? Moi, ce qui m'intéresse, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on m'appelle, moi, c'est le côté humain. Parce que bon, les voitures, il y a 500 photographes. Après, il y a des belles choses à faire, suivant les lumières, les ambiances et tout. Mais moi, j'ai vu aussi. Ce que j'aime, c'est le côté humain, quoi. Le rapport humain. Alors, vous n'êtes évidemment pas les seuls. Vous l'avez dit, il y a plein de photographes autour de cette semaine du Mans. Et notamment un certain Franck Lecrenet. Et justement, Anthony Piton est parti à sa rencontre. Dans le viseur de Franck Lecrenet, les voitures de course. Ce photographe professionnel est installé dans l'Orne. Il y a un mois, les médailles de la photographie française lui décernaient l'or dans la catégorie sport pour ce cliché de l'édition 2022 des 24 heures.
C'était une image que je souhaitais faire depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir ce soleil aussi orangé au lever du jour, quoi. D'ailleurs, ça a été un peu difficile et il a fallu se faire violence parce que il faut accéder au site, se relever, se déverrouiller après avoir dormi 2-3 heures dans sa voiture. Mais je voulais vraiment cette lumière, c'était très sympa, quoi. C'était magique. Car avec la photo, les 24 heures du Mans, c'est la grande passion de Franck. Depuis plus de 40 ans, il accumule les prises de vue autour du circuit. Des photos qu'il classe ensuite précieusement par année. Là, on reconnaît Jean Rondeau également à la remise des prix. Donc, quelqu'un d'illustre sur le Mans, qui a gagné en 1980, c'était génial, quoi. Je suis professionnel, mais c'est un petit moment de l'année un peu particulier où j'y vais vraiment avec plaisir, quoi. Puis le challenge, c'est un petit peu de réaliser de nouvelles images sur des endroits que j'ai pas réalisés, donc ça me fait plaisir. Le jour où il pleut, ça me fait presque plaisir parce que ça permet de faire des images différentes. Voilà, c'est tout bête, mais je cherche des lumières différentes, des ambiances différentes. Au fil de ces clichés, Franck Lecrenet a acquis une solide réputation dans le métier, à tel point qu'il va représenter la France lors de la Coupe du Monde de la photographie dans la catégorie art digital. Participent 34 pays, je crois. Donc c'est un peu comme le football en fait. On a un sélectionneur national qui a pour but de construire une équipe en quelque sorte. Et puis voilà, je suis sélectionné cette année, donc ravi de participer. Parmi les nombreux autres projets de Franck, l'idée de publier un livre, un jour peut-être, pour partager ses plus beaux clichés des 24 heures du Mans. On a eu la même réaction en plateau en voyant cette photo récompensée de Franck Lecrenet. Alain, photo magnifique. Oh, photo magnifique, parfaite, il n'y a rien à dire. Et puis on en a vu quelques autres après qui étaient tout aussi belles. Hein. Ouais. C'est magnifique, c'est ce qu'on cherche tous à faire. Hein. C'est la photo parfaite, tout simplement, ce qu'il a fait, Franck Lecrenet. Ah oui, parce que la lumière, il la crée pas, il en profite et tout, mais c'est très bien cadré, il a su saisir l'instant T, parce que le tour d'après, c'était impossible à faire, cette image. Donc, On va voir vos photos, Alain Moreau. Vous êtes venu hier dans les coulisses d'LMTV Sarthe pour nous amener plusieurs années d'histoire, plusieurs années de photos, de souvenirs. Voici quelques-unes de vos nombreuses photos. Ça, c'est une photo marquante aussi pour vous, celle du Sacre d'Audi. Alors, je ne me souviens plus de l'année, mais c'était dans les années 2010, autour des années 2010, et évidemment à l'arrivée de la voiture, à l'arrivée des Audi qui venaient de remporter les 24 heures, j'ai bondi sur la piste parce qu'on pouvait le faire à l'époque, il n'y avait pas les glaces. Et donc je me suis trouvé juste bien à l'arrière de la voiture et j'ai pris des photos, il y en a d'autres où le pilote lève les bras, c'est la grande victoire, jusqu'au moment où je me suis aperçu que je m'étais trompé. J'ai photographié la deuxième et pas la première, parce que la première, je l'avais manqué. Là, par contre, j'ai pas manqué Christensen, c'est lors de sa seconde victoire. Et là, j'étais bien devant, alors que mes collègues ne faisaient qu'arriver un petit peu, avec 2 secondes de retard, eux, ils étaient derrière. Il y a d'autres photos, évidemment, qui ont marqué... comme celle-ci où le pilote baisse la tête, c'est ça qui vous a marqué. Je ne me suis pas aperçu. J'ai pris un pilote en train de mettre son casque, et puis quand j'ai eu la photo, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a perdu la tête. Et il avait perdu la tête parce qu'effectivement, il baissait la tête à ce moment-là, et donc on ne la voit pas du tout, quoi. C'était la photo surprise. Ça, c'est ma première année comme photographe, c'est 97 et c'est une des Porsche. Je ne crois pas que ça soit la gagnante, mais les mannequins qui étaient dessus m'ont bien plu aussi. Et voilà. D'autres photos qui ont marqué. Celle-là, je sais qu'elle vous tient particulièrement à cœur. C'est vrai. C'est Thierry Boutsen au départ des 24 heures. Sur la ligne de départ, c'est peut-être 5 minutes avant le départ, il monte dans sa voiture et là, j'arrive à le photographier en train de régler ses différents trucs et à travers la portière ouverte, quoi. Là, c'est la victoire de Peugeot 2009, bien sûr. Ça fait partie de votre vie, les 24 heures, Alain? Un petit peu quand même, oui. J'ai d'autres passions, mais c'en est une, oui, incontestablement. Là, c'était bien parce qu'on avait Senna Junior et Prost Junior. Vous voyez un peu. Alors bon, déjà, Senna était décédé à l'époque, bien sûr, mais les deux, les enfants étaient là, réunis, quoi.
Il y a quelques jours, il y a eu cette remise du prix du concours Sarthe Endurance Photo 2022 organisé par le département de la Sarthe en partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest. Retour sur cette belle soirée avec Florian Wozniak. Le 12e concours Sarthe Endurance Photo a récompensé les plus beaux clichés amateurs de l'édition 2022 des 24 heures du Mans. 4 catégories au programme, photos de jour, de nuit, d'ambiance et du Mans classique. Pour Jordan, habitant en Touraine, c'est la 2e année consécutive qu'il voit ses photos primées. Cette année, 2 de ces clichés ont été récompensés dans la catégorie jour. Je viens déjà effectivement avec des plans dans ma tête, des images que je souhaite réaliser. Tous les photographes amateurs savent que le dimanche matin, s'il y a un beau lever de soleil, il faut absolument être soit à l'entrée du Dunlop, soit au niveau des haies de la forêt et du Tertre Rouge. Un travail de qualité qui a même tapé dans l'œil de l'organisation. Au mois de janvier, j'ai le chef de la communication qui m'a envoyé un mail pour me proposer justement de faire partie de l'équipe des photographes de la CO. Et donc c'était un test, on va dire, 24 heures du Mans en moto, ça s'est bien passé. Et donc maintenant je suis opérationnel pour faire les 24 heures du Mans auto au mois de juin. À quelques semaines du centenaire des 24 heures du Mans, le rendez-vous est donc déjà pris pour la 13e édition du concours Sarthe Endurance Photo. Et on a encore vu de magnifiques photos dans ce reportage. Émilie, on vous a aperçu également sur le podium. Vous avez été récompensée, bravo. C'était une belle récompense. On va voir d'ailleurs votre photo. C'est une belle récompense, j'imagine, pour vous. Bah, ça fait plaisir parce que voilà, dans le jury, il y a des personnes, voilà, des photographes professionnels. Donc on est un peu, voilà, on est récompensé. On se dit, voilà, notre travail a servi et j'espère qu'il a plu. Et voilà, ça donne envie de continuer en tout cas. On va la voir, c'est pas celle-là je crois, la photo qui vous fait gagner ce prix, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui est marquant, Émilie, dans cette photo pour vous? Bah là, vraiment, j'étais en haut des stands et je voulais vraiment prendre une voiture vraiment au milieu entre les deux stands. Il y avait le soleil qui se couchait, donc je voulais en profiter. Et j'ai fait quelques photos et celle-là elle est sortie du lot tout de suite. Je fais bon, bah c'est bon, je l'ai et puis je suis passée à autre chose. Faut bien préciser à nos téléspectateurs que ce genre de photo, c'est pas simple. On fait pas ça avec son téléphone portable en cliquant, en attendant la voiture, clic, c'est fait. Non, c'est toute une technique, Émilie. Oui, c'est sûr. Donc c'est la technique du filet justement et donc voilà, faut bien tenir son appareil et savoir le diriger au bon moment. Donc voilà, mais pour celle-là, j'ai eu un peu de chance, on va dire. C'est la technique Le filet. Le filet, ça consiste en quoi exactement? C'est-à-dire que ça évite, on utilise sur l'appareil photo une vitesse, ce qu'on appelle lente, pour éviter de figer les roues, pour donner un effet de vitesse. Voilà. J'ai dit que c'était une très bonne photo parce que moi, c'était le même spot que j'utilise et tout. Donc, et ça, c'est vraiment très compliqué parce qu'on a l'impression que c'est très large, mais la vitesse où les voitures passent, il faut vraiment l'instant T. Trouver le bon spot, ça c'est également un travail essentiel en tant que photographe. On va regarder un autre reportage puisque bien, les photos et leurs photographes sont à l'honneur cette semaine au Mans. Et si vous vous promenez dans le centre-ville du Mans, ça ne vous aura pas échappé que de la gare aux grilles de la préfecture s'exposent des clichés des 24 heures du Mans qui s'affichent en grand. Une opération du département de la Sarthe qui propose 3 expositions. Donc on regarde ce sujet de Pascal Brulon et Gaëtan Wojcicki. On en parle juste après. Les 24 heures, c'est quelque chose pour tout le monde. Mais le mail, je sais qu'il mettait le paquet. Ça fait partie de l'identité du journal. Quand j'étais gamin, je faisais des photos au Monument Canadien. C'est la forêt qui est à côté du virage d'Arnage. Le lendemain, avec mon petit collègue, on avait 10-11 ans, on a acheté le mail libre le lendemain pour voir, parce qu'il y avait des croix rouges sur les voitures qui avaient abandonné. Les 24 heures, ça fait un peu partie de l'identité des Sartois. C'est comme si on nous avait rajouté un chromosome, 24 heures.
Les voitures, oui, ça va vite, mais il faut le cadre quand même. Il faut voir ce qu'il y a derrière, l'architecture de la photo. Il faut qu'il y ait des lignes de fuite. Il y a une construction quand même derrière. On ne se focalise pas que sur la voiture. Des fois, on va voir des photos où la voiture est en petit et il y a tout un panorama derrière qui est valable aussi. C'est un tout. C'était lors des essais. Parce que bon, on ne verra jamais l'équipe Toyota comme ça pendant les 24 heures. Et je pense que c'était aux essais après minuit. Et nous, on repartait de la salle de presse, il devait être peut-être 1 h du matin. Et puis toute l'équipe de Toy, elle se repose un peu, quoi. L'originalité, c'est que les mécanos, ils sont souvent à côté de la voiture en train de faire des manœuvres. Là, c'est repos. Et là, il y en a un qui fume son clope. Et moi, je passe devant, j'ai plus qu'à appuyer. On ne voit pas ça souvent, alors donc automatiquement, c'est 2 passions qui s'allient. La photo et les 24 heures. Puis d'être présent là, à la gare, où il y a plusieurs milliers de personnes qui vont passer. Pour un photographe, c'est magnifique, quoi. J'ai fait une rencontre il y a à peu près 1 an et demi. David Ternley, qui est un grand photographe reconnu dans le monde entier, et notamment photographe reporter de guerre et qui a photographié pas mal de personnalités. Je lui ai proposé de venir aux 24 heures l'année dernière. Il a photographié avec son œil très humaniste cette course, et aujourd'hui ces photos en noir et blanc sont exposées dans cette gare et l'ensemble des gares. Donc sur Angers, Nantes, La Roche-sur-Yon et Laval, en plus du Mans aujourd'hui. À travers la photographie, on a un art qui peut être présenté librement dans la ville, dans le département, dans les parcs et les jardins. C'est ce que nous avons décidé de faire maintenant depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que j'ai une certaine préférence pour le style photographique, et donc je suis très heureux de pouvoir faire partager cette envie avec des Instagrammeurs, avec des photographes amateurs, avec des photographes professionnels, avec des photographes sportifs. Donc on est sur une grande diversité. C'est une initiative qu'on a prise d'abord pour bien marquer la présence des 24 heures dans la ville et dans le département. C'est évidemment une occasion de mettre en valeur aussi le travail de tous nos photographes, et qui participent chacun avec son style à cet événement des 24 heures. Il y a 12 regards, alors on en a ici sur les grilles de l'hôtel du département. Il y a également des photographies très grand format sur la gare du Mans. Des initiatives du département, on s'était coordonné il y a 1 an et demi pour savoir ce que chacun allait faire, pour faire en sorte que les 15 jours des 24 heures soient pleinement assumés, à la fois dans les gares de la région, ça a été annoncé, celle du Mans bien entendu, qui est une entrée bien sûr dans l'univers des 24 heures, et puis dans la ville, partout, avec le pavoisement, avec tout ce qu'on va mettre en œuvre, pour faire en sorte que ça soit une fête et que la ville soit pleinement dans la course, comme la course a donné un nom à une ville maintenant qui est mondialement connue. Dominique, on vous a vu dans ce reportage, on a vu également certaines de vos photos s'afficher en grand. Ça doit faire plaisir, ça, quand on est photographe, de voir dans sa ville ces photos affichées en grand, comme ça, dans des lieux importants de la ville. Moi, je trouve que c'est extrêmement flatteur. Pourtant, je n'ai pas un ego très développé, mais je trouve que c'est une belle reconnaissance. Et comme je sais que Dominique Leméners, président du département, est vraiment un passionné de photos, quoi. Donc, Vous travaillez pour l'Automobile Club de l'Ouest, Dominique. Ça part bien, ces 24 heures du Mans 2023. Vous avez déjà pris des belles photos? Oui, moi, je me suis surtout concentré sur tout ce qui était les photos officielles pilotes, les portraits pilotes et tout. Et là, ça monte crescendo. Je pense que c'est demain que on va changer un peu d'ambiance et de rythme. Vous avez déjà des idées demain avec la nuit, les couchers de soleil? C'est des moments importants, j'imagine, avec la lumière, les changements de lumière qui arrivent pendant les essais notamment. On aime bien prévoir à l'avance, sauf que je pense que là on va être un peu tributaire de la météo, mais même s'il pleut, moi je trouve que c'est pas dérangeant, parce qu'on peut faire des superbes images sous la pluie, quoi. C'est aussi magique. On voit quelques-unes de vos photos que vous avez sélectionnées pour nous aujourd'hui. Pourquoi ces photos, Dominique? Qu'est-ce qu'il vous plaît dans ces photos-là, cette photo par exemple? C'est le moment de la victoire,
là, c'est Tom Christensen et tout, donc c'est quand même la victoire d'une équipe et tout. Mais je pense que c'est de capter la joie, la délivrance du pilote. C'est l'ambiance, alors que moi, je fais rarement l'arrivée à ce niveau-là de la piste. Donc, et puis là, c'était une image qui, je crois que ça doit être de 2002, ça, non? Un peu plus tard. Si, il y a une Pescarolo à droite, ça doit être, oui, c'est possible. Ouais. Une âme d'artiste, vous allez chercher pas que la photo, vous cherchez aussi des... on l'a vu dans des photos beaucoup plus spécifiques ou à l'intérieur d'un rail de sécurité, par exemple, ou des effets un peu spéciaux sur les photos. C'est un peu aussi peut-être où je me démarque un peu, parce que moi, j'aime pas beaucoup faire des photos où c'est cadré très fort et tout. J'aime bien qu'on puisse, quand on voit la photo, savoir où à peu près où ça s'est passé. C'est quand c'est cadré très fort, on sait même pas si c'est au Mans ou pas, quoi. Donc celle-là, c'est particulier aussi. C'est un peu ce qui me dénote, parce que mon photographe, ça veut dire quand même dessiner avec de la lumière. Et là, j'essaye de commencer une série où là, c'est avec des vitesses mais extrêmement lentes. Et en plus, avec des effets de zooming en même temps, donc c'est pas facile. Parce que pour faire une photo comme ça, j'ai dû en essayer 400, 450. Ouais. Il y en a une qui sort, parce qu'il y a un point net, donc ça permet de fixer ou de regarder l'image. Émilie, on retrouve vos photos où cette semaine et ce week-end? Alors, sur ma page Facebook, Instagram, et puis un peu sur Twitter aussi. On pourra retrouver donc toutes vos photos. Dominique, on peut retrouver vos photos sur les réseaux sociaux de l'ACO. Alain, pas de photos cette année, mais on vous retrouve sur LMTV. Vous intervenez souvent, puisque vous n'êtes pas que photographe, vous avez aussi vidéaste, historien. Oui, je suis assez peu connu comme photographe en réalité. Je suis plutôt connu, oui, pour mes bouquins et pour mes articles que pour mes photos. Et on vous retrouve avec plaisir également dans la revue de La Vie Mancel. Merci Alain Moreau, merci Émilie Drouet, merci à Dominique Brognaud d'avoir été sur le plateau d'LMTV Sarthe, LMTV centenaire, donc centenaire au cœur. Tout de suite, on regarde ce qu'il s'est passé autour du Mans, dans la Sarthe, et puisque vous le savez, il y a plein d'événements qui se déroulent chaque jour, et aujourd'hui, c'était au tour de Ruaudin d'avoir de nouvelles festivités autour des 24 heures du Mans avec les Runaudières. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Bruno Palmé, avec Étienne Gauthier. Suite du programme des 24 heures du Mans avec une nouvelle édition des Runaudières à Ruaudin. Bien évidemment, ici comme partout ailleurs, il y a beaucoup de monde. Nous sommes en compagnie de Patrick Chedan, l'organisateur de cette manifestation à succès. Alors Patrick, quelle est la thématique cette année ? Alors cette année, la thématique représente le 50e anniversaire de la première victoire de Matra en 73 pour un équipage 100% français. Et le cinquantenaire du retour après 50 ans d'absence de Ferrari en catégorie Rennes de la part de l'usine de Maranello. Donc parmi les invités, je crois savoir que vous attendez la présence d'un mécanicien, d'un ancien mécanicien, Guy Pratt, qui était celui d'Henri Pescarolo à l'époque. Alors on va voir effectivement la présence comme parrain de l'édition 2023, Guy Pratt, qui effectivement était mécanicien et qui a vécu toute l'aventure Matra aussi bien au Mans qu'en championnat du monde d'endurance. Combien de bénévoles participent ou organisent en amont cette grande manifestation, et par rapport à l'année dernière, combien de spectateurs sont attendus ? Alors au niveau des bénévoles, nous comptons sur la présence de 70 bénévoles répartis sur à peu près 160 postes de travail sur les 3 jours de préparation et de démontage. Et nous pensons atteindre 3000, 3500 personnes au cours de la manifestation d'aujourd'hui. Vous mettez aussi sous le feu des projecteurs les commissaires. C'est une initiative à saluer, parce que les commissaires, vous le signaliez tout à l'heure, internationaux notamment, arrivent un petit peu plus tard sur le circuit. Ça fait partie aussi de la grande famille des 24 heures. C'est une pièce incontournable de la famille des 24 heures. Sans commissaire, il n'y a pas de compétition. Il faut savoir qu'ils viennent tous souvent très bénévolement, à leurs frais, de l'autre bout du monde. Ça prouve leur passion pour cette édition des 24 heures. Dans le temps, cette édition des Runaudières aura toujours lieu le mardi ? C'est une date qui a été arrêtée et qui est ancrée dans les mémoires maintenant collectives. Donc oui, ce sera toujours le mardi. Et c'est très bien le mardi parce que le mercredi, on peut en profiter.
Et le mardi, il y a également la traditionnelle séance de dédicace des 186 pilotes aux alentours du circuit, sur la pit lane. Mais à l'occasion du centenaire, les 186 pilotes sont actuellement à la place des Jacobins au Mans pour signer des autographes, faire des photos avec le public sartois. Et notre équipe est encore évidemment sur le terrain aujourd'hui. Amanda, on vous retrouve au cœur de cette séance de dédicace. Vous n'avez pas pu aller sur le circuit aujourd'hui, ça n'est pas grave puisque nous sommes au Jacobin. Un dispositif exceptionnel a été mis en place dans le cadre du centenaire des 24 heures. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci, avec le soleil, le beau temps, impeccable, les pilotes. Le circuit qui vient à vous, c'est génial. Le circuit qui vient à nous on y va demain, on n'a pas pu y être aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on s'est rendu aujourd'hui à la dédicace. Et c'est génial, une super ambiance, nickel. C'est le top. Alors vous êtes venu pour quelqu'un spécifiquement, vous ? J'étais venu au départ pour Ferrari, mais vraiment pour tous les pilotes, vraiment c'est une ambiance exceptionnelle, c'est génial de voir tous les pilotes comme ça en face, accessibles, souriants, ouverts aux dédicaces, c'est génial. C'est le Graal, 20 pilotes rien que pour vous, voilà, c'est étonnant, non ? C'est ça, il en manque plus que 140 et quelques à faire signer. 140, ah bah dis donc, alors donc du coup il y a qui là ? Alors là vous avez Aaron Dam qui sont venus au complet, Gliclenos qui est venu au complet avec Jim Gliclenos aussi, c'est génial, Toyota, Porsche, Cadillac, avec Sébastien Bourdet, Manceau, impeccable. Ça c'est une fierté, on est d'accord ? C'est le top. Même si moi je suis pas du Mans, mais c'est quand même une fierté. Ah bon, vous êtes d'où vous ? Eure-et-Loir, juste à côté. Ah bah ça va, vous n'avez pas fait beaucoup de route. Non, on est voisins quand même. Je vais essayer de catcher d'autres personnes qui ont signé des autographes et je vous laisse profiter de vos 24 heures. Merci, merci. Toujours intéressant ces séances de dédicaces où on peut rencontrer ses pilotes préférés, échanger un petit mot, avoir un autographe, sa casquette dédicacée ou encore prendre quelques photos. C'est souvent ici que naissent les passions, notamment pour les enfants. Justement, avec cet événement exceptionnel sur la place des Jacobins, on va retrouver Amanda Scott avec un nouvel intervenant, un nouveau membre de ce public. Ce public, vous l'avez vu, qui est venu en nombre autour de cette séance de dédicace. On vous retrouve justement, Amanda. Bonjour, quel est votre petit nom ? Bonjour, je m'appelle Julio. Et vous venez d'où ? De Mexique. Ah, du Mexique, so far. C'est très loin. Oui, je suis fan de la course et je voulais amener à ma fille à regarder. Et le fait d'avoir 20 pilotes comme ça ici dans la ville, c'est super pour vous ? Oui, c'est très important, c'est vraiment chouette pour moi. Vous avez un pilote favori ? Et c'est un Mexicain aussi qu'il est ici, et son nom c'est Félix. Donc c'est lui que vous soutenez ? Non, Iron Dam aussi. Bon, mais il n'est pas mexicain. Non, mais j'ai une fille de 5 ans et qu'on était l'année dernière dans la course. C'était la première fois ? L'année dernière, c'était la première fois. Et maintenant, c'est la deuxième fois. Mais comme elle est une fille, on veut supporter aussi les filles, les dames. Oh mais c'est génial, bravo. En tout cas, vous parlez très bien le français, je vous félicite. Merci beaucoup. C'est génial. Merci, bonne journée. Profitez bien de vos 24 heures. J'espère, merci beaucoup. C'est top. Beaucoup de sourires sur le visage du public sartois et du public étranger. Vous l'avez vu au micro d'Amanda Scott. Allez, on entre cette fois dans le circuit maintenant. Le circuit des 24 heures, on va y retrouver Aurélien Legendre. Aurélien qui va animer toute la semaine l'une des fan zones du circuit. C'est parti. Bienvenue à tous en direct de la Fan Zone compétition ici même. Il y a plein de choses, des animations pour se tester comme un vrai pilote et aussi des animations notamment de l'illusion de la magie avec Monsieur Z. Bonjour Monsieur Z. Ça se passe bien, alors on va essayer de créer un effet avec vous, d'accord, rapidement. Alors, en face, des élèves du lycée Sud, mais il y a un intrus, non ? Une intrus, c'est Amanda Scott qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Amanda. Ça va ? Dans quelle classe ? En seconde. Vous êtes en seconde vous ? Oui. Seconde quoi ? Métier relations clients. Voilà, au lycée Sud. Et vous êtes là pour toute la semaine ? Oui. Donc ici pour gérer un petit peu la fan zone avec Monsieur Z aussi en tant que spectateur, c'est ça Oui, en tant que spectateur et surtout d'illusionniste aujourd'hui et pendant 6 jours. 6 jours sur toutes les fan zones et là on va faire un petit truc comme ça, je vais rentrer dans ton esprit. Enfin non, ça va être compliqué apparemment pour toi. Est-ce que tu peux allumer le briquet s'il te plaît ?
Ah, vas-y, encore une fois. Ça chauffe un petit peu parce que... Ah, Haïti, ça te dit rien? C'est intéressant ça. Du pognon. Bravo Amanda. Ouais. Alors, attends, on peut le transformer, faut juste le plier délicatement mais pas trop, sinon vous altérez la valeur du billet. Et là tu soufflez à 3 dessus, ça sert à rien, c'est le folklore. 1, 2, 3, soufflez. Et là directement, on peut obtenir directement 50 €. Le premier qui applaudit, c'est pour lui. Oh, c'est Amanda, bravo. T'as gagné ta journée Amanda, bravo. Oui, je suis ravie, c'est top, merci. 50 € pour Amanda. Est-ce qu'on peut recommencer ça une cinquantaine de fois, Monsieur Z? Oui, on peut, mais je les garde pour moi, là, parce que j'ai d'accord. 6 jours à tenir. Donc je vais essayer de les tenir. On fait un dernier truc dans tes mains, je vois que t'es toujours impressionné. Allons-y, 15 secondes. Dans tes mains, attention, tu te concentres directement dans cette énergie de cette pièce ici qui est dans ta tête. Tu te concentres maintenant sous le verre, regarde bien, sous le verre, et tu y visualises comme s'il y avait une sorte d'énergie qui voulait retourner. Comme ça, regarde. Comme si tu voulais... Ça se lève. Tout. Oh, ça se retourne. Bravo à Monsieur Z, on l'applaudit. Et on applaudit Amanda, comme toujours, on l'adore. On peut retrouver Monsieur Z sur les différentes fan zones, 6 fan zones au sein de ce circuit des 24 heures. À demain. Et on reste sur le circuit des 24 heures du Mans. Vous l'avez vu avec nos géniaux envoyés spéciaux. Ils sont 3 sur le terrain à nous faire vivre bien au plus près cet événement incroyable des 24 heures du Mans avec ce centenaire qui promet, et ça sera comme ça sur les antennes d'LMTV Sarthe toute la semaine évidemment. Et vous l'avez vu dans cette chronique d'Aurélien Legendre qui sera également à suivre ce mercredi et ce jeudi. Amanda Scott s'est invitée. On va la retrouver, Amanda Scott, qui a pu vivre un moment exceptionnel. Elle a pu rentrer dans le stand d'une des écuries favorites de ces 24 heures du Mans. Dans les stands, avec cette immersion qu'a pu vivre Amanda Scott au sein de ce stand Porsche avec cette numéro 5 et la numéro 6. On a d'autres sujets tout aussi intéressants à vous montrer avec le pilote Manceau, Sébastien Bourdet, que vous connaissez bien évidemment. À 44 ans, il va prendre le départ de ses 16e 24 heures du Mans, Sébastien Bourdet, sur sa Cadillac V-Series R numéro 3. Retenez bien ce numéro 3, si vous allez sur le circuit, vous l'encouragez bien fort, Sébastien Bourdet. En tant que local, c'est vrai qu'il sera l'un des pilotes les plus soutenus cette semaine au Mans. Bruno Palmé a pu le rencontrer aujourd'hui, et oui, en exclusivité pour LMTV Sarthe. Entretien avec Sébastien Bourdet. Comme en 1923, il y aura 4 pilotes sartois cette année au départ des 24 heures du Mans. Les 2 frères Robin, Maxime et Arnold, ainsi que Julien Canal. Et l'inamovible Sébastien Bourdet, qui pilote cette année une Cadillac. Sébastien qui est avec nous pour nous parler justement de ce projet. Bonjour Bruno. Alors Sébastien, quelles sont les chances justement de cette Cadillac dans la 91e édition des 24 heures? Je crois que si on regarde les résultats de la journée test, ça a l'air très serré. Donc, je crois qu'on a eu 12 voitures en 1 seconde sur les temps théoriques. Donc je crois que ça va être une grosse bagarre. Je dirais que la voiture paraissait vraiment sympa à conduire, l'équilibre était plutôt satisfaisant. Donc quelque part j'étais un tout petit peu étonné qu'on ne soit pas plus vite que ça au niveau chrono, mais bon il y a encore à peaufiner, il y a encore peut-être quelques petits trucs à trouver, un petit peu de vitesse de pointe et autres, donc on va continuer de travailler, essayer de voir si on peut gagner un petit peu des dixièmes par-ci par-là. Sachant que comme la plupart elles découvrent la piste du Mans, quels sont ses atouts par rapport au Porsche, par rapport au Ferrari notamment, puisqu'on parle de beaucoup des Ferrari pour la pole position? C'est difficile de dire, j'ai pas roulé dans les autres autos, mais je pense qu'on a un programme et une voiture qui est bien née, donc depuis le début de l'année on est relativement compétitif. Je dirais que le seul petit bémol c'est peut-être un petit manque de vitesse de pointe, mais encore une fois on est dans la boîte dans laquelle on a été mis, donc derrière on est obligé de se concentrer sur donner le meilleur de soi-même et trouver le meilleur de la voiture, d'optimiser les choses avec les pièces qui sont homologuées, puisque comme vous le savez on peut pas vraiment changer grand chose sur les voitures. C'est pas qu'on pourrait pas les faire plus rapides, mais on est un petit peu pris dans le système où il faut travailler dans la boîte dans laquelle on est. Comme on le sait tous, Sébastien Bourdet est le seul pilote du plateau à avoir participé à la fois au Grand Prix de Monaco, aux 500 miles d'Indianapolis et aux 24 heures du Mans. Est-ce que dans l'écurie justement ça met une petite pression supplémentaire, sachant qu'on a un peu l'aiguilleur quand on est en plus du Mans? Ouais, je crois pas, on a quelques gros noms du sport auto dans l'équipe, donc avec Scott comme coéquipier. Non, je crois qu'on est tous là pour une raison. Chip en général
c'est rassembler des gens de qualité pour les programmes de qualité qu'il fait rouler. Et bon, là, on a une belle opportunité de briller dans la catégorie Rennes pour essayer de s'imposer avec un programme Cadillac qui a des ambitions et qui se donne les moyens. Je crois qu'on peut le voir ici avec les voitures, l'hospitalité, tout ce qui va avec. Donc non, c'est super satisfaisant de faire partie de ce programme-là. C'est un bel honneur et il n'y a pas vraiment d'individualité ou de pression personnelle, quoi. Justement, la force de l'équipe, bon, c'est bien évidemment la voiture, mais aussi l'équipage. Tu viens d'en parler avec Ranger van der Zandt et Scott Dixon, multiple champion IndyCar, avec lequel tu as déjà roulé. Ouais, on a une belle paire de pilotes. On a tous des qualités complémentaires et je crois qu'on forme un bel équipage. Après, c'est vrai que la concurrence est élevée en face et il faudra au moins tous nos atouts mis bout à bout pour pouvoir rivaliser avec les autres voitures qui veulent aussi gagner comme nous. Contrairement à beaucoup de pilotes américains qui ont leur motorhome dans le paddock, j'imagine quand on est Manceau, on rentre chez soi le soir. Comment ça va s'organiser après le mercredi soir, la soirée, jeudi soir? Tu rentres chez toi, tu fais la navette? Ouais, je dirais que ils nous ont construit un bel hôtel dans le paddock, donc je crois qu'il y a peut-être, selon le niveau de fatigue après les essais, l'heure à laquelle ça terminera mercredi soir et les obligations du jeudi matin, peut-être qu'il y aura une nuit au circuit. On peut parler d'une semaine fatigante parce que c'est vrai qu'il y a la course, il y a les essais à préparer, mais aussi toutes les sollicitations. Il y a les séances d'autographes avec les fans. C'est quelque chose de particulier, ça, en plus, aux 24 heures du Mans. Ouais, c'est une belle communion, mais c'est vrai que c'est aussi fatigant et drainant un petit peu parce que depuis le week-end dernier, il y a eu pas mal de fonctions qui ont été mises en place. Donc ouais, la CO fait un beau boulot de com et de promotion, mais ça met aussi tout le monde à contribution. Ce soir, on fait une séance d'1h30 en ville avec la mairie. La parade commence plus tôt, mais en fait ça va pas se finir plus tôt puisqu'il y a les festivités après du centenaire qui commencent et qui finissent à 7h30 du soir. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de choses au planning et pas mal de sollicitations de la presse, pas mal de séances d'autographes. Forcément, le but c'est quand même à la base de faire rouler des voitures et de les faire rouler le plus vite possible. Donc il faut trouver du temps pour tout et c'est pas forcément toujours évident. Super, merci Sébastien, bonne semaine. On retrouvera donc Sébastien Bourdet au volant de la voiture numéro 3 du Chip Ganassi Racing à l'occasion des essais dès mercredi soir. Et on a hâte, on en salive déjà de voir les performances de Sébastien Bourdet et sa Cadillac ce mercredi. Eux aussi, ils sont attendus. En LMP2, les deux équipages Alpine Elf ont pris place dans le top 5 de la journée test ce dimanche. Ils sont en pleine confiance. L'équipage Alpine Elf dans la numéro 36. On compte notamment le pilote sartois d'ailleurs, Julien Canal. Ces deux coéquipiers sont d'ailleurs allés à l'usine Renault au Mans à l'occasion du centenaire, un sujet préparé par Pascal Brulon et Basile Giraudet. Cette édition 2023 pour le centenaire s'annonce juste passionnante, enthousiasmante, mais très très difficile également. Dans une catégorie LMP2 très disputée. Voilà, on est mobilisé, on s'est bien préparé, on connaît bien ce terrain de jeu-là. L'objectif est vraiment de briller et de mettre la couleur bleue au plus haut de cette édition 2023. L'équipage de la 36, il n'est pas loin d'être l'équipage idéal. Il est fait d'expérience, de maturité et un vrai niveau de performance aussi. Donc je sais que je vais pouvoir compter sur ces trois soldats et parce que je vais leur demander beaucoup. On va essayer de faire nos petits rituels habituels sur la semaine des 24 heures. Ça va être avec la préparation physique et du repos vachement avec nos physios, nos préparateurs physiques, avec nos ingénieurs, ça définir plus ou moins le plan de roulage et les réglages à adopter. C'est quand même un circuit atypique, donc entre chaque édition, c'est pas forcément le même niveau de grip. Aujourd'hui, on se rapproche plus d'un sprint de 24 heures que d'une endurance de 24 heures. On est quand même souvent à fond. Le premier objectif toujours au 24 du Mans, c'est rester humble et aller à l'objectif d'arriver à la fin de la course sans égratignure. Si on a fait une belle course, qu'on n'a pas eu de pépins et qu'on est à l'arrivée, c'est sûr déjà que c'est assuré d'être un beau résultat. C'est sûr que l'objectif clairement c'est à minima un podium.
De retour dans Centenaire au cœur tous les soirs à partir de 18h30 et rediffusé bien tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Si vous avez manqué ne serait-ce qu'un petit reportage ou bien notre grand film de la fin de soirée, eh bien vous pouvez le revoir juste après durant toute la journée. C'est l'heure de jeter un œil les amis dans le rétro. Vous le savez, du 1er juin au 2 juillet, le musée des 24 heures du Mans accueille 86 voitures ayant participé à la course mythique, dont 65 modèles qui ont gagné les 24 heures du Mans. Et nous avons la chance chez nous d'avoir Bruno Van de Stick, la voix des 24 heures, pour nous raconter les plus anciens exploits. Voici le 2e numéro de Fragments de la grande exposition des 24 heures du Mans, avec des modèles des années 50 aux années 70. Bruno Van de Stick, Basile Giraudet et Pascal Brûlant. Ça s'est passé au 24 heures du Mans 1952. Hermann, Lang et Fritz Ries gagnent avec cette flèche d'argent. La marque a l'étoile. Bien sûr, c'est Mercedes. Et c'est une voiture absolument sublime. Doublée en plus de Mercedes à l'arrivée cette année-là. Mais, et vous aurez raison de vous en rappeler, s'ils ont aussi gagné les pilotes Mercedes, c'est parce qu'un certain Pierre Levègue, qui était au départ avec une Talbot, avait finalement pris le pari fou de piloter tout seul au 24 heures du Mans. Et puis malheureusement, pour une pièce à 3 francs 6 sous, sa voiture abandonne très près du but. Mercedes gagne donc, et au niveau de l'état-major de Mercedes, Alfred Neubauer notamment, qui était le directeur sportif, on se souviendra de cette vraie épreuve d'endurance, de pugnacité et de détermination pour le faire venir chez Mercedes en 1955. Oui, c'est l'année du terrible accident. 1955, Mercedes est confrontée à une marque anglaise. C'est évidemment Jaguar, avec la marque de Sir William Lyons, qui va dessiner une voiture absolument sublime, remarquable par la rondeur de ses courbes. Et dans l'esprit grand public aussi, on s'est évidemment souvenu de son aileron de requin. Et c'est vrai que cette Jaguar D est absolument exceptionnelle. La Type C déjà gagne le Mans en 1951 et 1953. 1953, c'est aussi avec Peter Walker et Peter Whitehead la première voiture à gagner le Mans avec des freins à disque. Jaguar va gagner jusqu'en 1957 et puis après, eh bien effectivement, c'est Ferrari qui va prendre le relais. Une victoire à Aston Martin en 1959. Roy Savadori et Carroll Shelby, les premières scènes du film Le Mans 66 commencent d'ailleurs avec cette évocation. Et puis ensuite, alors regardez, c'est absolument génial. Le début des années 60 commence par une domination sans partage de Ferrari. Et oui, les voitures rouges sont abonnées à la victoire au Mans au mois de juin. Et puis en plus, c'est bien parce que ça se sait partout dans le monde que Ferrari gagne. Ça se sait tellement que ça finit un petit peu par agacer aux États-Unis. On fait quand même remarquer à Henry Ford II, Henry Ford II, que ce serait peut-être bien quand même pour aussi redynamiser l'image de la marque, qui n'est pas forcément autre chose qu'une marque de voiture plutôt familiale, effectivement, de proposer quelque chose un petit peu plus jeune dans l'esprit. Et l'on va suggérer à Enzo Ferrari de peut-être racheter cette marque italienne qui gagne au Mans tous les mois de juin, qui enterre les bénéfices ensuite d'une année sur l'autre, c'est évidemment Ferrari. Bon, l'affaire ne va pas se faire. Regardez tout cela dans le film Le Mans 66. Mais simplement ici, voici une voiture absolument exceptionnelle. C'est la Ford GT40, la MK2 avec son moteur 7 litres et c'est la voiture gagnante de ces 24 heures du Mans 1966. On m'a dit une chose, sa valeur est inestimable. Chris Hammond et Bruce McLaren gagnent donc au détriment de la voiture de Ken Miles et de Dennis Hulme qui termine à une demi-longueur de la numéro 2, mais c'est vrai que quand on regarde bien les images, c'est la numéro 2 qui indéniablement franchit la ligne d'arrivée en gagnante. Donc voilà, c'est peut-être effectivement très triste pour ce que Ken Miles et Dennis Hulme ont subi à ce moment-là, mais retenons ceci, ce duel Ford-Ferrari des années 60 a été un très grand match de l'automobile. Et quelque part, après une domination de Ferrari, c'est Ford qui va aligner 4 victoires consécutives. La Mark 4 également dans l'exposition ici avec Dan Gurney et J. Foyt. Et puis bien sûr les GT40 en 1968 et 1969. 1969 avec un certain Jackie X.
Toujours intéressant de voir les anciennes voitures qui ont remporté et marqué l'histoire des 24 heures du Mans. Donc c'était le deuxième épisode des 4 épisodes, des fragments de cette belle exposition. Soyez là ce mercredi pour découvrir le 3e épisode, toujours avec Bruno Van Destik. Aurélien Legendre est lui aussi parti dénicher des pépites des 24 heures du Mans. Armel Labbé, un antiquaire de la Chartre sur le Loir, l'a aidé dans sa chasse au trésor. C'est le 2e épisode d'Automobilia avec Aurélien Legendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 2e rendez-vous Automobilia. Automobilia, c'est le rendez-vous Antiquité Brocante consacré aux 24 heures tout au long de cette semaine avec le spécialiste de la question. Il est juste là derrière, on va le rejoindre. C'est Armel Labbé. Bonsoir cher Armel, avec sa belle tenue. Bonsoir Aurélien. Il étudie déjà son sujet bien évidemment avec cette plaque émaillée. Eh oui, une plaque émaillée et elles sont très recherchées par les passionnés d'automobile. Alors là, on a une plaque huile Labo. Il y en a beaucoup comme ça chez Brocantique 72 à la Chartre-sur-le-Loir qui adorent avoir des pièces comme ça d'automobile, des pompes à essence, toutes sortes d'accessoires. Et alors cette plaque, on découvre le nom du fabricant. L'émaillage a été fait en Alsace, l'émaillage alsacienne. Et puis toutes ces petites traces d'usure, c'est très très bon. C'est ce qui authentifie la plaque entre une ancienne et une neuve. Alors une neuve, il faut surtout, s'il y a zéro défaut, il ne faut pas la prendre. Alors il y a aussi, je vais te montrer un bidon. J'ai découvert un bidon d'essence qui nous provient de Montval-sur-Loire. C'est cette lampe robot, c'est ça? Une lampe robot qui a été... Un bel objet déco. Qui a été réalisé par Frédéric Plein. Donc la société ADMO. Alors il est parti d'un bidon 1940 et il a greffé des objets anciens pour faire ce petit robot qui devient une lampe. C'est absolument magique. On découvre son site mobilierindustriel.com. Autre objet à partir d'un bidon Esso cette fois-ci. Je l'ai découvert sur le marché des Brocs, 3e samedi du mois, la Chartre-sur-le-Loir. Didier Frodo qui nous a présenté ce petit bidon. Et alors, génialissime, idée, tout simple. Mais il y a une histoire derrière les bidons d'huile Esso. C'est l'illustration qu'on a sur les bidons. Et là, je vous raconte l'histoire en quelques mots. C'est Esso en 1940 décide de faire une goutte d'huile qui s'appelle Esso Boy, suivi très très vite d'une jeune fille qui s'appelle Esso Girl. Le petit couple, on les retrouve sur des voitures, sur des scooters, sur une luge, en train de graisser un fusil, enfin dans toutes sortes de situations. Mais il faut savoir qu'un bidon d'huile, quand le couple est dans une voiture, c'est 15-20 €. Quand ils sont sur le scooter, c'est 80 €. Et quand ils sont sur un hors-board, là, c'est 300 €. Donc, il faut regarder dans ses placards, dans son garage ou peut-être sur la rivière, la Sarthe, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci Armel pour ce rendez-vous Antiquité Brocante. On se retrouve demain, évidemment. On se retrouve demain. On garde nos belles tenues, évidemment, parce que, qu'est-ce qu'il est classe quand même. Ça vient d'où cette tenue? Peugeot 907, confié par mon petit beau-frère. Voilà, on est en 2007, je crois. Ouais, formidable. C'est beau. Moi, j'ai une petite tenue. C'est la tenue des journalistes quand ils vont sur la pit lane pour les reportages tout au long de la semaine. Allez, on se retrouve demain. À demain. À demain. C'est maintenant l'heure de découvrir un nouveau portrait. Découvrons aujourd'hui Marie-Reine Beauménil. Elle anime le club des pilotes des 24 heures du Mans. Elle fait le lien entre le passé et l'avenir des pilotes des 24 heures. Rencontre avec donc une grande passionnée. Un sujet signé Laure Girard. Your polo. OK? Thank you. Bye-bye. Chaque année, c'est le même rituel. Pendant le pesage, en centre-ville, les pilotes passent devant Marie-Reine Beauménil, la déléguée générale du club des pilotes, qui leur demande gentiment de compléter leur adhésion annuelle. Mais c'est ici, dans son bureau, que tout est piloté le reste de l'année. Voilà un petit peu le travail de préparation pour toute la billetterie de tous les membres du club des pilotes, c'est-à-dire qu'on va bientôt arriver à 300 pilotes inscrits. Attention, venez pas sans votre carte bleue. Important, la machine elle est là. Pour les pilotes, attention. Pour les pilotes, si vous n'êtes pas pilote, c'est même pas la peine de rentrer. Les fiches que l'on fait pour chaque pilote. Mais au fait, c'est quoi le club des pilotes, Marie-Reine? Il est évident que le plus gratifiant, c'est pour les anciens pilotes quand même, parce que eux peuvent venir à la tribune du club qui est dans le circuit, c'est la tribune Goodyear.
la petite tribune du Goodyear où on fournit quand même un buffet, une tribune magnifique en face le welcome. Les pilotes qui courent, il est évident qu'eux adhèrent pour avoir de la billetterie parce que vous savez sûrement que c'est très très dur maintenant de donner beaucoup de passes. Donc pour leurs épouses, leurs copains, ils veulent des passes supplémentaires, donc ils adhèrent au club des pilotes. Mais ce qui est sympa, c'est que quand ils ne courent pas, ils viennent quand même nous voir. Et moi, je dois dire que personnellement, mon but, c'est justement que ces jeunes, ils viennent prendre le relais. Parce que nous, que ce soit mon président, qui est un petit peu plus âgé que moi, mais guère plus, nous n'allons pas rester là encore 10 ans, ça m'étonnerait. Son président, le pilote Gérard Larousse, et toute l'équipe du club, c'est d'abord un groupe de passionnés des 24 heures. Marie-Reine fait partie des gens qui ont connu la course dans les années 70. À l'époque, le célèbre pilote Marcel Mignot cherche quelqu'un pour chronométrer ses voitures. Alors sur le circuit, à cette époque-là, j'étais à ce qu'on appelle le panotage, à Mulsanne, dans le virage de Mulsanne. Alors j'avais un tableau avec des lettres, un chronomètre. Et à l'époque, on avait un téléphone sur la butte, et il y avait un téléphone dans le stand, et un téléphone avec la manette, on tournait comme ça, on s'appelait. Alors au départ, on me donnait les temps au téléphone, mais comme à chaque fois qu'on m'appelait, il y avait une voiture qui passait, je n'entendais rien, on a fini par décider de prendre nous-mêmes les temps. Donc chaque fois que la voiture passait, on chronométrait, donc on passait avec ce tableau les temps aux pilotes, et on indiquait surtout ce qu'on fait maintenant devant les stands, en fait. Les arrêts pour le ravitaillement, et s'il y avait un problème, on avait des signes entre nous. Et ça allait surtout ne pas rater la voiture, parce que quand ils arrivaient en paquet, fallait l'avoir, la nôtre, au milieu. Un jour, donc au début, j'avais pas un panneau extraordinaire et les lettres étaient tombées sur la piste. C'était trop drôle. Ça, c'est les gags qui nous sont arrivés. C'était très bien. D'ailleurs, le France Télécom m'a offert le téléphone que j'avais à l'époque. Le gag, c'est qu'on travaillait quand même pendant 24 heures bénévolement, bien sûr. On était trop contents de le faire. Mais ceci dit, on n'avait même pas le droit, on n'avait même pas de billet pour aller à l'intérieur du circuit, retrouver notre équipe. On avait un rond avec un œillet et une ficelle autour du cou. Et c'est comme ça qu'on allait travailler à Mulsanne. Et en dehors de ça, on ne pouvait même pas aller dans la tribune. Mais ce qui avait de génial aussi, des très beaux souvenirs, c'est Marcel Mignot qui s'arrêtait le dernier tour devant la butte et on se faisait la bise. Le dernier tour enfin, quand il faisait le tour après la fin, quoi. C'était extraordinaire. Vous verriez plus ça maintenant. C'était une époque, je crois que beaucoup de gens de mon âge en ont la nostalgie, parce que c'était chaleureux, c'était pas du pro comme maintenant. Maintenant, c'est presque de la Formule 1, quoi. Nous, on était nombreux à Mulsanne. On partait de la maison avec la voiture pleine de nourriture, parce qu'il fallait tenir 24 heures et personne ne nous apportait à manger. Hein. On allait se doucher au clubhouse du golf, on dormait par terre, sur le talus. C'était trop. Voilà ce que j'ai vraiment aimé cette époque-là. C'est une histoire de couple pour vous aussi, les 24 heures. Oui, avant tout, parce que j'ai épousé un passionné, et si je n'avais pas mis le nez dedans, je crois que j'aurais passé trop de week-ends toute seule. Donc, il m'a fait aimer ce sport, et grâce à lui, on est là aujourd'hui avec mon fils. Malheureusement, il n'est plus là pour le voir. Son mari, Michel Beauménil, son fils, Vincent Beauménil, aujourd'hui directeur sportif de l'ACO, une famille qui vibre au son des 24 heures du Mans. Un très joli sujet et ce magnifique portrait de Marie-Reine Beauménil. Connaissez-vous à présent Le Mans Mini Voiture, pardon. Il s'agit d'une association de collectionneurs de miniatures à l'occasion du centenaire. Eh bien, ils ont réalisé une reconstitution des stands de 1923, l'année de la première édition. Alors rétrécissons-nous, plongeons-nous dans le passé avec Pascal Brulon.
Je suis président de l'association Le Mans Mini Voiture depuis 5 ou 6 ans maintenant. Il y a 60 membres globalement et nous nous réunissons le premier lundi du mois à Sargé-les-Le-Mans à la salle Coppelia. À une large majorité d'entre nous, nous collectionnons le 1,43e, le 1,24e, le 1,18e puisque ce sont les références phares, les tailles phares. Mais on a des gens qui font que du rallye, on a des gens qui font que les 24 heures, ou que de la voiture civile, ou que des voitures atypiques, ou du diorama. Peut-être que le fait d'être du Mans nous pousse à collectionner le Mans. On est comme Obélix, on tombe dedans quand on est petit. Le Paris-Dakar est une vraie passion, il coule littéralement dans mes veines. J'ai rencontré d'abord un Sargéen qui s'appelait Jean-Daniel Duchossois, qui courait le Dakar avec une voiture. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la faire en miniature. La plus belle des voitures que j'ai pu réaliser, un buggy des frères Marot. J'ai eu la chance de rencontrer les frères Marot, ils sont venus ici. On leur a fait aussi cadeau de ces miniatures. Dans mon thème de collection, j'ai à peu près 1500 miniatures du Dakar. Alors j'ai quelques motos, j'ai pas mal de camions et puis naturellement une majorité de voitures, dont certaines, oui, c'est des pièces uniques. Les 24 heures, moi j'y suis allé pour la première fois en 64 avec mon grand-père. Donc j'avais 8 ans. La mise en route des maquettes, j'ai commencé en 80, l'année que j'ai commencé à travailler, où j'ai pu m'acheter les premiers modèles. Mais la première que j'ai faite, c'est la Ford MK2 qui a gagné en 66. J'ai que le thème Le Mans. Je ne fais que les vainqueurs de groupe, de glace, indice, coupe biennale, coupe triennale, enfin, etc. Et j'ai pris un deuxième et troisième thème, c'est les femmes au volant et les familles entre elles, père-fils ou frères. Le thème représente à peu près 800-810 voitures. Et j'ai quelques voitures, c'était des coups de cœur, et je dois être à 870 à peu près. Les dioramas, j'ai commencé à en faire il y a à peu près 5 ans, hein, pour ne pas avoir des vitrines, des voitures alignées dans la vitrine, de manière à faire un semblant de mouvement, de vie dans les voitures. Et plus ça va, plus ils sont gros. J'ai voulu marquer le coup du centenaire, c'est-à-dire de faire vraiment 1923, donc le panneau d'affichage, quelques stands et la fameuse passerelle. Je me suis inspiré de photos. J'espère avoir reproduit le plus fidèlement possible. Les couleurs, elles sont peut-être pas forcément pile poil les mêmes, mais on retrouve, quand on recherche sur Internet, des anciennes pubs, des vieux logos des années, de ces années-là quand même. Ça m'a demandé, pour faire tout 1923, environ, je vais dire 2 mois, à raison de 2-3 heures maximum par jour. Mon grand-père, il m'a emmené, moi aussi, sur le circuit. Aujourd'hui, je suis grand-père et j'emmène mes petits-enfants aussi sur le circuit avec un casque sur les oreilles. Les 24 heures du Mans sont une fête et à cette occasion, pour ma part, avec mon épouse, nous recevons 35-40 personnes à la maison, autour de rillettes et du Janière, naturellement. Mes amis viennent de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre. J'en ai des États-Unis qui sont venus, de Pologne. Du Portugal, j'avais oublié du Portugal. Et maintenant, j'ai une jeune Ukrainienne aussi qui vient et une Estonienne aussi. Et la fête dure une semaine, 10 jours. Cette émission est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. Ce mercredi, eh bien, on se retrouve à 18h30 pour le 3e numéro de Centenaire au cœur. Gros programme avec le grand film et cet hommage à Paul Frère, vainqueur au Mans au début des années 60. Il nous raconte ses 24 heures du Mans. Et puis une multitude de reportages et des interviews exclusives réalisées par toutes nos équipes au jour le jour sur le terrain pour vous faire vivre ce centenaire des 24 heures du Mans. On sera aussi en direct du circuit avec notre envoyé spécial Bruno Palmé pour nous parler des premiers essais. Programme alléchant, vous l'aurez compris. On a déjà hâte, évidemment, de vous retrouver. Salut!